Bienvenue dans les studios de la radio HDR et un grand merci à la radio de nous accueillir dans ces locaux super. Alors je te laisse nous dire qui tu es. Oui, donc je m'appelle Marlène et je suis la fondatrice du Tambour des Naissances. Et le Tambour des Naissances, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu t'appelles comme ça? Alors le Tambour des Naissances, c'est la volonté d'accompagner les naissances, avec au pluriel vraiment, dans l'idée d'abord d'accompagner les bébés et leurs parents, et plus largement d'accompagner tous les processus de renaissance qu'on peut vivre quand on se fait accompagner en développement personnel. Ah oui, donc c'est pas que la naissance, je suis bébé, je viens de débarquer au monde. Non. C'est vraiment, comme tu dis, les naissances multiples que l'on peut vivre à l'occasion des différents événements de vie, c'est ça? Ouais, c'est les naissances et les renaissances en fait. Hein. Ah ouais. Pour moi, on est plusieurs fois dans sa vie. Ah ouais, ça me parle beaucoup. Et surtout, même si on parle de la naissance d'un enfant, on parle aussi de la naissance d'une famille. C'est-à-dire qu'à la naissance du parent, la naissance des grands-parents, on devient en fait, hein, on devient quelqu'un de nouveau à chaque fois qu'on ajoute un petit enfant dans une famille. Waouh, c'est magnifique. Alors Marlène, est-ce que tu peux te présenter? Quel est ton parcours dans les grandes lignes? Qui es-tu? Mon parcours, si on reprend depuis le tout début, j'étais chef de projet dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle. Je suis donc coach en libération émotionnelle transgénérationnelle et je suis aussi la maman de 2 enfants, Martin qui a 5 ans et Achille qui a 2 ans et demi. Et c'est clairement la naissance de mes enfants qui m'a fait transformer ma vie professionnelle, qui m'a fait devenir celle que je suis aujourd'hui et qui a amené à la création du Tambour des Naissances, qui est un peu mon 3e bébé. Donc clairement, j'ai développé moi un parcours de développement personnel avant la naissance de mon premier enfant parce que justement, j'avais peur de transmettre des angoisses, j'avais peur de transmettre du négatif entre guillemets. Et je voulais surtout pas ça pour mes enfants. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur moi. Et au fil des années, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Et donc j'ai fait le choix de me former en coaching de libération émotionnelle, à la base pour moi. Donc entre mon premier et mon 2e enfant, je me suis dit, ok, j'y vais sur 1 an de formation et je vais vider ma propre baignoire. Et ensuite, advienne que pourra. Et il est advenu. Tu t'es laissé prendre au jeu. Je me suis laissée prendre au jeu. Et donc voilà, entre les 2 grossesses, la 2e grossesse, malheureusement, la situation était difficile puisque j'ai perdu mon père pendant cette 2e grossesse. Donc en termes de transmission transgénérationnelle, c'est énorme. Du coup, de perdre son père pendant qu'on donne la vie, donc on porte la vie en tout cas. Et en fait, c'est là où j'ai ouvert mon champ des possibles et où j'ai testé les outils que j'apprenais en formation sur mes propres enfants, donc sur mon fils qui était né, mais aussi où je me suis dit, mais en fait, ce bébé qui est dans mon ventre, il ne peut pas rester dans mon ventre avec cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête, en fait. J'ai besoin de comprendre comment il vit les choses et de l'accompagner pour qu'il n'arrive pas dans la vie avec cette situation triste, quoi, en fait, Bien sûr, cette lourdeur. Cette lourdeur, ouais. Et alors, j'ai découvert le cœur à cœur, donc qui est une forme de communication subtile qui permet de mettre des mots sur les besoins et les émotions de l'enfant, mettre des mots sur les mots MAUX en fait. Hein. Et donc, il fonctionne avec les enfants qui sont nés, mais qui fonctionne aussi avec les bébés in utero. Et puis, j'ai fait différentes séances, parce que je fais une première séance où vraiment j'ai senti dans mon ventre que le comportement de ce bébé avait changé entre avant la séance et après la séance. Où vraiment, avant, il donnait des coups hyper... il était très brutal. Bébé énervé. Bébé énervé. Et après la séance, il était beaucoup plus fluide, avec vraiment des mouvements plus... un peu comme si c'était dans un milieu aquatique, quoi. Où il bougeait toujours autant, mais de façon beaucoup plus fluide. Et donc, ça a été un premier truc où je me suis dit, intéressant. Parce qu'à la base, je suis quand même très cartésienne, ce qui ne se voit plus du tout aujourd'hui, je le sais. Et en fait, suite à cette première séance, j'en ai fait une 2e parce qu'il était en siège. Il s'est retourné le lendemain de la séance. Puis j'ai fait une séance pour mon premier fils qui avait un problème avec la propreté. Et de la même manière, il a été propre 3 jours après, du jour et nuit, en fait, du jour au lendemain. Enfin bref, j'ai eu plein d'éléments concrets qui m'ont fait dire « Ok, c'est quand même hyper intéressant ces outils-là et ça vaut peut-être le coup d'aller se former aussi, et pour mes propres enfants, et peut-être pour en faire autre chose. »
Ah oui, parce que là, des techniques qui fonctionnent comme ça pour soi, forcément, ça donne envie de les partager à d'autres personnes qui ont traversé les mêmes périodes, les mêmes épreuves. Ouais, c'est ça. Donc voilà un peu le démarrage du tambour des naissances. Et puis et quand même, pour en venir au transgénérationnel, c'est que du coup, je me suis formée. Et puis assez vite, j'ai commencé à parler avec d'autres bébés que les miens. Et en fait, j'avais une particularité dans mes communications cœur à cœur que les autres personnes de ma formation n'avaient pas. C'est que les bébés me ramenaient toujours à ce qui se passait pour leurs ancêtres. On m'a souvent raconté, les bébés me racontaient les histoires de vie de leurs parents, de leurs grands-parents, leurs histoires de naissance, etc. Et en disant, moi, j'ai de la colère en lien avec ça. Ou je me suis sentie trahie en lien avec ça, et j'ai besoin que tu libères ça. Sauf que moi, je ne savais pas faire, clairement. Et donc, c'est de là que je me suis formée à la libération transgénérationnelle, qui permet du coup d'aller apaiser les histoires de vie de nos ancêtres pour pouvoir apaiser nos mémoires transgénérationnelles, en fait. Et donc, nos propres émotions. Enfin, les émotions qu'on porte, plutôt. D'accord. C'est très complet, en fait, comme approche, du coup, et ça vient résonner avec des choses plus cartésiennes, comme tu disais, qu'on nous apprend dans le quotidien. Et là, on arrive dans un espace, j'ai l'impression, un peu... c'est plus abstrait, et en même temps, ça apporte des éléments de compréhension sur qui était la famille, et du coup, ce que ça nous a donné comme identité. Ouais, et surtout sur les histoires de vie, en fait. Parce que pour moi, dans la transmission culturelle, il y a surtout les transmissions d'histoires de vie familiales. C'est-à-dire qui sont liées à la culture de notre société, mais qui sont aussi liées à la culture de notre famille. Et la culture de notre famille est liée à nos histoires de vie. Oui, complètement. C'est-à-dire que ce que tu transmets à tes enfants est lié à ce que tu as vécu. Et c'est vrai que dans le podcast Racine Bavarde, on parle beaucoup de culture d'origine à travers la langue, à travers la danse, à travers le chant, etc. Et c'est la première fois, c'est le premier épisode où on va s'attarder sur ce qui va être au-dessus. J'ai l'impression qu'on est plus sur une nouvelle thématique et que l'on va et que ça, finalement ça englobe le tout. Et que certainement ça permet de comprendre les différentes parties de la culture, les différentes composantes de la culture. C'est vraiment, pour moi, la transmission des émotions, en fait. En fait, quand on élève un enfant, quand on transmet un enfant, on transmet une partie de ce que l'on est, et donc de ce qu'on a vécu. Et c'est vraiment tout ça qui va forger la personnalité de l'enfant aussi. Très bien. Merci pour ces explications. C'est beaucoup plus clair pour moi, du coup, et j'espère pour les auditeurs aussi. J'espère. Donc, je reviens un peu sur la façon dont tu m'as interpellée quand tu as vu passer les épisodes de podcast là, sur les réseaux. Et qu'est-ce que tu t'es dit ? Quelle a été ton entrée pour aller vers tiens, je vais proposer à Steph mon témoignage ? Et clairement, cette histoire que la transmission culturelle, pour moi, est très liée à la transmission familiale. C'est-à-dire que la culture, elle se vit dans les familles. Et donc, moi, je travaille sur le transgénérationnel. C'est-à-dire tout ce qui est lié aux mémoires. Peut-être on va expliquer ce que c'est que les mémoires transgénérationnelles. Oui. Donc il y a les mémoires intergénérationnelles déjà. Donc ça c'est vraiment tous les traits de caractère, tous les comportements, tout ce que vous héritez de vos parents ou de vos grands-parents, éventuellement des arrière-grands-parents, en tout cas de ceux que vous avez connus, ceux qui sont en vie en même temps que vous, et où on va vous le dire « Ah mais toi t'as un sale caractère comme ton grand-père » ou « Toi t'es drôle comme ta tante ». Tu vois. Ça, c'est de l'intergénérationnel. Et c'est quand même des mémoires, parce que c'est quand même un truc qui se transmet de génération en génération, et tu sais pas pourquoi, mais toi, t'as le caractère de ta tante. Et du coup, il y a les mémoires transgénérationnelles, qui, elles, sont beaucoup plus de l'ordre de l'inconscient. C'est-à-dire que on peut aussi avoir des traits de caractère de personnes qu'on n'a pas connues. Et en fait, de la même manière, un peu. Souvent, on va plus l'observer, moi, pour le coup, en thérapie et en séance, sur des problématiques que sur des choses positives. Mais tu peux avoir des mémoires de viol, tu peux avoir des mémoires d'inceste, tu peux avoir des mémoires de trahison. Donc, typiquement, une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, on va aller regarder ce qui s'est passé dans ses lignées féminines. Est-ce qu'il y a eu des femmes qui ont été violées, qui ont vécu l'inceste, parce que l'inceste crée vraiment des grosses problématiques d'un point de vue émotionnel sur les générations suivantes.
Est-ce qu'il y a une femme qui a eu trop d'enfants, qui a eu tellement d'enfants qu'elle a dit mais moi plus jamais. Je fais une espèce de serment de c'est bon là, j'en peux plus de ces enfants. J'ai fait 15 enfants, je fais le vœu que mes descendants n'aient plus d'enfants. Ça veut dire que c'est comme si les parcours de ces personnes qu'on n'a pas connues, leurs choix, leurs émotions s'imprimaient dans les cellules en quelque sorte et que ça ressortait plusieurs générations plus tard. Ouais, alors ça c'est l'épigénétique. Donc ça a été prouvé sur des chocs traumatiques. C'est-à-dire que typiquement, ça a été prouvé avec la Shoah. Donc des descendants de personnes qui ont vécu les camps de concentration ou d'extermination ont des troubles du comportement alimentaire. Certains, pas tous évidemment. Mais voilà, il y a eu des expériences qui ont été faites sur 4 générations sur ce sujet-là. Et donc ça, c'est un espèce de marqueur qui se positionne sur le gène, un marqueur génétique en fait, et qui se transmet de génération en génération. Qui fait qu'en fait, le choc traumatique est tellement fort et tellement violent qu'il va aller modifier l'ADN. La bonne nouvelle, c'est que ces marqueurs-là restent des marqueurs. C'est-à-dire qu'ils ne s'intègrent pas complètement dans l'ADN, et donc on peut les retirer en thérapie. D'accord. C'est encourageant. C'est hyper encourageant. C'est hyper bien expliqué, Marlène. C'est vachement clair pour moi. Bah tant mieux parce que... Bah oui, parce que... c'est pas toujours si simple. Non, parce que quand on entend transgénérationnel, ça veut dire tellement de choses. Et que moi, personnellement, si tu me poses la question, je ne saurais pas par où commencer. Mais là, je prends mes notes au fur et à mesure. Et c'est hyper clair. Tant mieux. Et ça va hyper loin. Ok. Donc, il y a quand même on a quand même... Alors, à la fois, on hérite de choses dont on n'est pas forcément responsable, même si le mot, il est peut-être un peu maladroit, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Ouais. Et en même temps, ce que je suis en train de me dire, ce que je suis en train de réaliser en t'écoutant, c'est qu'on on est responsable de notre présent, sans se mettre trop la pression, attention. C'est qu'en fait, on crée aussi. Voilà, c'est ça. On crée aussi des choses qui peuvent aller marquer... les cellules de nos descendants, en fait. Et surtout, le fait de se libérer soi-même permet de libérer nos enfants. À condition qu'ils ne soient pas adultes. Ça, c'est quand même très important. Parce que s'ils sont adultes, en fait, il y a la mémoire transgénérationnelle et il y a ensuite ce qu'on construit avec cette mémoire transgénérationnelle, qui du coup nous appartient à nous. Tu vois la nuance ? Oui, d'accord. C'est-à-dire que le noyau, quand tu nais avec cette mémoire transgénérationnelle. Et ensuite, tu vas te construire avec cette peur de la trahison. Parce que ton ancêtre a été trahi, ou parce que je ne sais quoi. Tu as une mémoire de trahison, et donc tu vas te construire avec cette mémoire de trahison. Ce qui fait que tu auras une tendance à la trahison beaucoup plus forte que d'autres personnes. Et donc ta peur sera plus forte. Et donc et ensuite, tu vas vivre des trahisons toi-même, parce que presque tu attires quelque part, malheureusement, cette situation-là. Et tant que tu n'as pas travaillé dessus, et ça gonfle en fait. C'est vraiment comme un noyau qui gonfle et qui ne se libère pas. Et donc quand tu vas en prendre conscience et le mettre en lumière, tu peux aller libérer ce qui s'est passé pour tes ancêtres et donc libérer cette mémoire de base de trahison. Et ensuite, il faut aussi libérer les autres couches qui t'appartiennent à toi. D'accord. Donc l'enfant, en fait, tant qu'il est enfant, il n'a pas les autres couches. Donc si tu te libères toi, tu libères lui. D'accord. Par contre, l'enfant qui devient un adulte, même si tu as 60 ans, tu te libères toi, tu vas libérer effectivement le noyau, mais tu vas pas libérer ses couches à lui. Très bien. Et donc là, du coup, c'est bien, là, ce que tu viens de me dire, c'est une transition sur ma question suivante. Ok. Quand tu es en pratique professionnelle, je pense que tu vas nous expliquer un petit peu comment tu t'y prends, mais du coup, quand les personnes sont dans cette démarche, quand ils viennent te voir pour effectuer ce travail avec toi, mais ça doit être un travail énergétique énorme. Ils doivent sortir des séances, mais dans un état. Donc, tu peux nous raconter justement comment ça se passe, quelle est l'entrée des personnes qui viennent te voir ? Parce que là, ce que tu me dis, moi, je pense qu'on est peu à savoir qu'on peut faire ça. Donc, comment ils viennent à toi et qu'est-ce que tu leur apportes pendant ces séances, en fait ? Souvent, les gens viennent pour une problématique. Alors, la majorité des gens, dans le cadre du tambour des naissances, qui viennent à moi, ils viennent parce qu'ils se font du souci pour leurs enfants. Qui, eux, sont là pour être le miroir des émotions de leurs parents et donc vont exprimer très fort ce qui ne leur convient pas. C'est-à-dire que toi, si on reste sur la trahison, tu as une mémoire de trahison et tu as une propension à la trahison.
ça fait 30, 40 ans que tu vis avec ça. T'es habitué à ça. C'est normal, en fait, chez toi. Sauf que quand t'as 3 mois et que tu te retrouves avec une énorme mémoire de trahison et que tu la vois, parce que, en fait, les enfants, alors la voient ou la ressentent, peu importe, mais les enfants sont vraiment sensibles. Ils perçoivent beaucoup plus de choses que nous. Et donc, c'est presque comme s'ils voyaient cette énorme bulle noire au-dessus de ta tête et qu'ils l'avaient pris en eux, et donc ils savent qu'ils ont ça. Et donc, eux, ils hurlent et ils disent « Mais libère-moi de ça, en fait !» Très souvent, j'ai même pris pour aider maman parce que je me suis dit « J'allais pouvoir m'en libérer. » En fait, j'y arrive pas. Je me retrouve avec ce truc énorme au-dessus de la tête et je ne sais pas comment faire. Donc, et donc, je crie toute la nuit et je dis « Mais libère-moi, libère-moi !» Et personne ne me comprend. On me donne à manger, on me donne à boire. C'est pas du tout évident de comprendre ce qui se passe. Et donc, ça peut être des enfants, ça peut être tout ou rien, en fait. Donc, soit des enfants qui dorment pas du tout, soit des enfants qui dorment beaucoup trop. Alors, beaucoup trop, c'est vraiment beaucoup trop. Ouais. Des enfants qui vont vraiment avoir très très peu de phases d'éveil, par exemple. Parce qu'ils sont apathiques, en fait. Ils se disent un peu le désespoir. Je sais pas comment je vais m'en sortir, autant que je reste dans l'entre-deux et donc je dors, quoi. Ça peut amener un peu plus tard sur des enfants hyperactifs qui vont être à bout de nerfs pour trouver la solution. Ça peut aller sur des bébés qui dorment pas du tout, ça je l'ai dit. Ça peut être des enfants aussi qui font, à 2-3 ans, qui font énormément de tempêtes émotionnelles. Tu vois, il y a des enfants, tu les vois, tu sens que... Ça bouillonne. Ça bouillonne, en fait. Ils trouvent pas de solution, et toi, en tant que parent, tu perds patience, et ça ne fait qu'empirer, et tu vois pas de solution, quoi. Souvent, il y a autre chose derrière. D'accord, donc tous ces cas-là, c'est des motivations pour tes clients à venir te voir. Ouais. En fait, les parents viennent quand ils ne savent pas comment gérer ces crises de leurs enfants, ou ces nuits difficiles, ou voilà. Parce que très souvent, moi, ma clientèle cible, ce sont des femmes plutôt qui se sont un peu oubliées au bénéfice des autres, qui ont du mal à trouver leur place et qui vraiment sont très reliées à leurs enfants, en fait, qui sont toute leur vie, en fait. Quasiment pour toutes les femmes, l'enfant est toute notre vie. Mais il y a vraiment des femmes qui s'oublient complètement, qui oublient qu'elles sont aussi une femme au-delà d'être une mère. Et en fait, celles-là, elles ne viendront jamais consulter pour elles dans un premier temps. Par contre, elles vont venir parce qu'elles sentent qu'il y a un truc qui ne va pas. Parce que ces femmes-là, elles ont aussi une perception énorme des besoins de leurs enfants. Mais elles ne se font pas confiance. Voilà. Donc il y a vraiment, souvent elles viennent pour ce biais-là, et c'est l'enfant qui va aller leur dire « Mais maman, ça va pas en fait. Ouais, d'accord. Moi, je vais bien, et toi, tu vas pas bien. » Et ça, c'est dur de réaliser ça. Ouais, ça peut être dur à réaliser, et en même temps, souvent, comme c'est l'enfant qui donne l'information, il la donne sous le bon angle. Là où nous, on pourrait le donner sous un mauvais angle en tant qu'ami ou en tant que proche. Parfois, on va dire prends soin de toi, et ça ne fait pas du tout sens pour la personne. Ce qui n'est pas le cas quand ça vient dans une séance par un enfant qui va trouver juste les bons termes, quoi. D'accord. Qui va juste amener le bon angle, en fait. J'ai un exemple qui me vient là, qui est un peu différent, mais pas tant que ça, sur l'angle, en fait, l'angle de perception et ce qu'on peut avoir en termes les problématiques de communication qui sont liées à l'angle de perception. J'ai du coup une femme qui vient me voir pour son deuxième enfant. Elle avait donc 3 enfants, dont un tout petit qui venait de naître et qui était né prématuré. Et donc il y a eu une semaine, ça va pas être très long, mais il y a eu une semaine de séparation où la famille avait pu être réunie parce que la maman était hospitalisée avec le nouveau-né, etc. Et le deuxième rejetait sa mère complètement 1 mois après l'accouchement. Donc elle me dit, bah non, mais il n'y a pas de lien, là on est 1 mois après l'accouchement. Donc je dis, on va voir. Et donc on discute avec ce deuxième qui avait 1 an et demi, je crois, 18 mois à l'époque, et qui dit, mais en fait je me suis sentie seule dans mon émotion. C'est-à-dire que oui, vous m'avez tout expliqué, j'ai bien compris qu'il a été malade, que tu étais obligée de partir, etc. Mais ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi vous avez fait comme si tout allait bien pour vous. Pourquoi j'ai eu l'impression d'être tout seul à être triste. Mais c'est-à-dire qu'à 18 mois, il n'a pas exprimé comme ça. Il l'a exprimé mais toi, dans le subtil, en fait. Voilà, d'accord. Donc Ouais. toi, tu es allé lire entre les lignes ce message-là. Ouais. Et donc, du coup, l'explication du cœur à cœur, c'est peut-être important aussi. C'est vraiment comme si je me mettais en connexion émotionnelle avec l'enfant. Et donc, je ressens ce qu'il ressent et je suis capable, du coup, de mettre des mots dessus et de l'exprimer. Parce que j'ai ce ressenti-là. D'accord. Ça, c'est un peu le super pouvoir de l'hypersensible. Ah bah oui, là, c'est énorme parce que nous, si on avait tous ça en tant que parents, waouh, il y a plein de soucis qui sauteraient. Je crois qu'on l'a tous, mais oui. qu'on ne l'a pas tous développé. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Et donc voilà, bref. Et donc cet enfant, on a mis des mots là-dessus. Donc ils ont fait une espèce de réunion de famille en disant on a voulu avancer, on a voulu aller de l'avant parce que tout va bien maintenant. Mais nous aussi, on a souffert, ça a été difficile. Et du jour au lendemain, tout s'est résolu. Waouh. Donc la solution a été trouvée avec Ouais. le cœur à cœur et les échanges entre les membres de la famille et toi. Et on était quand même aussi sur la dynamique transgénérationnelle puisque c'était lié à la naissance, toujours. Tu vois, donc il y a un truc récent. Toujours, il y a ce lien. Je reviens sur le mot que tu as utilisé pour toi, te concernant, sur ton hypersensibilité. Est-ce que c'est ça qui t'a emmené vers ton activité d'aujourd'hui ? Comment tu es arrivé à pratiquer cette activité-là ? Comme je te l'ai dit, c'est vraiment c'est venu au fur et à mesure. L'hypersensibilité, je l'ai toujours vécue. Ça en fait partie de moi intrinsèquement. Mais je l'ai vécue comme une faiblesse pendant très très longtemps. Puisque je pleurais pour rien, puisque j'étais très susceptible. Tu vois, je vis vraiment tout comme... Tout très fort. La trahison, par exemple. Ça, j'aime beaucoup cet exemple parce que c'était vraiment un truc très très présent chez moi. Et du coup, la trahison est liée au besoin de contrôle. C'est-à-dire que quand on a peur d'être trahi, on veut tout contrôler. Et donc, j'étais à un niveau de sensibilité et de contrôle, en fait, très très fort, qui fait qu'à 20 ans, j'avais des problématiques physiques importantes. Genre, alors, rien de grave, sauf que dans mon quotidien, j'avais des migraines tous les jours, ou quasiment tous les jours. J'avais le dos bloqué en permanence, j'avais des problèmes de digestion, enfin, tu vois. Il y avait plein d'éléments qui m'ont amené à me dire « Non, mais il y a un moment, c'est pas possible, quoi. Je peux pas à 20 ans être dans cet état-là, alors que physiologiquement, a priori, tout va bien. » Et en fait, avec les différents thérapeutes que j'ai rencontrés, en commençant par la réflexologie plantaire, on est allé comprendre, en fait, les liens entre le corps et les émotions. Et à quel point, du coup, c'est mon corps qui somatisait, ce que j'arrivais pas à regarder en face émotionnellement, en fait. D'accord, donc ton corps te parlait. Et oui, tout à fait, ouais, complètement. Parce que ça, tu ne l'as pas dit dans la présentation, ce qui est normal parce que tu as parlé dans les grandes lignes. Ouais. Mais là, je voulais entrer un peu plus en profondeur pour avoir une des causes qui t'a emmené vers le transgénérationnel. Donc oui, effectivement, ça me répond complètement à ma question. Là, en plus, c'est très... on suit bien le process de cette histoire de corps qui te parle, où toi, en fait, tu es allé mettre un micro sur les douleurs, là, avec des thérapeutes qui t'ont aidé à faire le lien entre les émotions et ce corps-là qui te donnait des messages, quoi. C'est ça, que je voulais pas écouter. Oui, c'est ça. Parce que je ne voyais mes émotions que comme une faiblesse et pas comme une force. Et c'est aussi une belle revanche sur la vie, du coup, de se rendre compte qu'aujourd'hui, je pense que c'est ma plus grande force. D'accord. Super. Et ouais, donc voilà, je vais quand même peut-être repréciser. Donc après avoir pris conscience de tous ces messages-là, il y a eu cette notion, j'ai pris conscience de la transmission, j'ai eu mon désir de bébé, donc c'est là qu'on revient sur le parcours que j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, d'accord. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a cette petite pièce-là qui vient avant ton rôle de maman. Oui. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça a commencé avant, en fait, cette prise de conscience. Est-ce que tu dirais que le fait d'avoir eu recours à ces différentes pratiques pour toi dans ta vie personnelle, est-ce que tu dirais que ça t'a apporté des éléments de compréhension de ta culture d'origine ? Alors, je fais une précision, je fais une parenthèse. On n'a pas parlé de ta culture d'origine, mais du coup, tu es peut-être né en France, tu as peut-être des parents, grands-parents, arrière-grands-parents nés en France. Et je tiens à le préciser, on est dans un podcast où on parle de transmission de la culture d'origine et que ce n'est pas parce qu'on est né en France avec des parents et des ancêtres nés en France qu'on n'a pas de culture d'origine. Souvent, je trouve que quand on a des discussions, les personnes, elles ont plus cette facilité à faire le lien avec des personnes qui sont nées en France ou ailleurs, mais qui surtout ont des ancêtres à l'étranger. Alors qu'en fin de compte, j'insiste là-dessus et je le dirai peut-être presque à chaque épisode, c'est important pour moi, c'est que la culture d'origine, elle n'a rien à voir avec un passé dans un autre pays, dans un autre continent, quoi. Après, évidemment, c'est peut-être plus parlant pour des personnes qui sont d'une culture là en France et qui ont une autre culture de la part de leurs ancêtres. Peut-être qu'il y a peut-être une dimension supplémentaire. Mais voilà, quelles que soient tes origines, est-ce que tu penses que le fait d'avoir cette pratique-là dans ton côté perso et dans ton côté professionnel,
est-ce que ça vient te faire comprendre d'où tu viens, qui tu es, qui étaient tes ancêtres, quoi? Je dirais oui, mais plus ça me permet de... En fait, je dirais plus... Alors moi, je vais vraiment beaucoup plus sur l'axe émotionnel, Ouais. parce qu'effectivement, j'ai une culture d'origine franco-française, Ouais. parce que mes parents, mes grands-parents sont français. Par contre, ça m'a permis de comprendre mes émotions, mes ressentis et mes comportements en lien avec ce qu'ont vécu mes ancêtres, mes parents, mes grands-parents et bien au-delà. Je vais l'appliquer à tes clients. Ouais. Est-ce que tu penses ou est-ce qu'ils t'ont fait un retour selon lequel le travail que vous avez fait ensemble sur l'aspect transgénérationnel de leur vie, est-ce que ce travail-là les a aidés à comprendre leur culture d'origine? En fait, au-delà de la culture d'origine, je pense que ça les aide à comprendre qui ils sont. C'est-à-dire que justement, c'est presque comme si on allait mettre en lumière la culture, ce qui vient de l'éducation et ce qui vient des croyances des autres, pour aller chercher qui tu es toi. Tu vois, je suis désolée, je retourne un peu ta question, mais... Non, mais... je crois pas que ça amène à aller comprendre quelle est ma culture d'origine. Par contre, ça amène à comprendre qui je suis par rapport à ma culture d'origine. Mais c'est énorme déjà. Je trouve que c'est le commencement. Ouais, c'est le commencement. Mais c'est ce qu'on oublie souvent en fait. Et c'est ce qu'on oublie, mais complètement. Parce moi, la que première. Finalement, on ne sait pas trop qui on est. Enfin, c'est comme si on est un être entier, évidemment. Et on oublie un peu qu'il y a une part de nous qui vient... Enfin, il y a une part de personnalité qui vient de notre culture et une part qui vient de vraiment qui on est à l'intérieur, en fait. Du joyau qui vit à l'intérieur de nous. Et c'est plus ça, en fait, qu'on va faire. On va plus voir qui on est à l'intérieur. Au-delà de tout ce qu'on nous a inculqué. Je ne sais pas si je réponds à ta question complètement. Très bien. Tout à fait, mais... Bah, si, c'est-à-dire que tu y réponds dans la mesure où, encore une fois, on est presque à l'étape d'avant. Avant de savoir et de comprendre ta culture d'origine, qui sont ceux qui la composent, dont toi, du coup, et dont tes ancêtres. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vécu émotionnellement, ce qui permet de comprendre qui tu es aujourd'hui. Et par contre, ça permet de mieux comprendre aussi les fonctionnements familiaux. Ouais. C'est-à-dire que si tu fais le travail sur toi pour comprendre ce qui se joue pour toi, bah, du coup, ton œil va s'aiguiser et tu vas un peu voir ce qui se joue pour les autres. Donc, tu vas développer énormément ton empathie. Et surtout, tu vas comprendre qu'en fait, oui, maman, elle est anxieuse, mais si maman, elle est anxieuse, elle a peut-être des raisons. Parce que qu'est-ce qu'elle a vécu avant ou qu'est-ce que ses parents ont vécu? En fait, quelle a été son enfance qui fait qu'aujourd'hui, elle a peur? Oui, donc ça veut dire que du coup, le transgénérationnel, comme tu le disais tout à l'heure, là je reviens un peu en arrière, tu disais que ça vient mettre en lumière des choses qui ne sont pas vraiment dites. Et je trouve que c'est très utile dans les familles où on ne communique pas sur le passé. Les parents, parfois, qui sont encore de notre monde, de ce monde, vont pas forcément s'exprimer parce que, et ça peut se comprendre, il y a des moments de vie qui ont été très douloureux. Bien sûr. Et du coup, je trouve que ça vient, c'est très pertinent, cette méthode, pour des familles, surtout pour des familles qui sont dans des mutismes, en fin de compte, dans des fonctionnements où il n'y a pas de communication sur le passé, sur les parcours de vie. Et volontairement ou involontairement. Tu vois, il y a un autre exemple qui me vient en tête, c'est les fausses couches. Alors les fausses couches, parfois elles sont extrêmement mal vécues par les familles et elles sont tues. Ça c'est une première chose. Parfois elles sont très bien vécues et elles sont tues aussi. Sauf que si on va sur l'analyse transgénérationnelle, en fait chaque enfant a sa place dans une fratrie. Même les enfants qui ne sont pas nés. Donc même les enfants qui se sont incarnés le temps d'une fausse couche en fait. J'aime pas ce mot d'ailleurs. Oui, c'est particulier, mais... grossesse, ouais. Tu vois, en tout cas, voilà. Donc il y a vraiment la thématique des fausses couches qui est intéressante et la thématique des jumeaux perdus aussi. Donc il y a quasiment 10% des grossesses qui sont des grossesses gémellaires et où le deuxième embryon quitte le corps de la maman, enfin meurt en fait avant 5 semaines de grossesse en gros. Donc ce qui veut dire que médicalement, ça passe inaperçu, puisque la première écho est généralement à 6 semaines, sauf que émotionnellement, dans les mémoires utérines de l'enfant, ça passe pas du tout inaperçu. Et donc j'ai aussi beaucoup d'enfants, de bébés qui pleurent beaucoup, qui viennent dire « mais en fait je suis pas tout seul ». Et juste j'ai besoin qu'on reconnaisse qu'on était deux dans ce ventre,
qu'on laisse sa place à mon frère, à ma sœur, et après les choses vont se résoudre. J'ai des frissons. Parce que vraiment, c'est une thématique qu'on retrouve aussi souvent chez des adultes dans la question de « je trouve pas ma place ». Bah oui, tu trouves pas ta place parce que peut-être dans ta famille, avant toi, il y a eu d'autres bébés qu'on n'a pas vus. Avant toi, en même temps que toi, il y a eu un bébé qui n'a pas trouvé sa place et en fait, tu le portes encore quelque part en toi parce que toi, tu savais qu'il était là et tu es le seul à savoir qu'il a été là un jour. Sauf que tu l'as oublié. Tu te rappelles plus, toi non plus. Et il n'y a pas forcément de signe physique aux jumeaux perdus. Ça, c'est quand même intéressant à savoir. Ouais. C'est-à-dire que certaines femmes ont des saignements, mais pas toutes. C'est vraiment, c'est tellement petit en fait à ce moment-là que ça peut aussi s'évaporer, quoi. Wow. Et parfois on retrouve même, c'est des cas vraiment extrêmement rares, mais parfois on retrouve chez l'adulte, l'adulte ou l'enfant qui reste en vie, un kyste à un endroit. Et je crois, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien que il y avait un kyste qui avait été analysé et qu'on avait retrouvé des cellules de jumeaux, je crois. Je crois que c'est. Wow. Enfin, je suis pas très sûre de moi, mais. Ouais, mais ça se tient. Presque. Ça se tient carrément. Ben oui. Donc voilà, il y a plein d'éléments qui commencent à amener sur le scientifique vers cette dynamique-là aussi, en fait. Ouais, donc tu vois, tu disais tout à l'heure que tu n'es plus scientifique, mais en fin de compte, ça te rattrape. On regarde dans le côté cartésien. On le garde. Mais c'est bien, c'est hyper complet, du coup, comme profil, d'avoir commencé avec un profil très scientifique, très cartésien, et de se laisser embarquer par ses émotions, et puis tout ce qui va avec, ce que tu as décrit très bien là sur l'épisode. Et hop, il te rattrape, hop, il boucle la boucle, et puis vous faites une équipe, et ça apporte un regard hyper intéressant, et une curiosité sur ce qui se fait aussi, sur ce qui se dit, sur les études qui sont faites sur ces thématiques-là. Même si à un moment donné, moi de toute façon j'ai eu beaucoup de mal à y croire, hein, tout ça, très clairement. Moi aujourd'hui, je pense que c'est le fait que j'ai énormément de retours où il y a des changements énormes sur les enfants, où je me dis, bon bah, il n'y a pas de doute en fait. Bien sûr, si les familles, elles témoignent en disant qu'en fin de compte, il y a des vrais résultats qui sont concluants et qui permettent de passer cette phase difficile vers le bonheur, la joie. Clairement, toi, c'est clair et net. J'ai peut-être un exemple qui est très chouette aussi en termes sur une fausse couche. Donc j'ai une femme qui vient me voir pour sa fille qui n'arrivait pas à trouver sa place et qui était la première d'une fratrie de 3. Elle a 2 ans et demi d'écart avec sa petite sœur, la deuxième, et on ne comprend pas ce qui se passe, etc. Et au bout d'un moment, elle finit par me dire « Mais il y a eu une fausse couche ?» Oui, il y a eu une fausse couche entre les deux, entre la première et la deuxième, mais y a pas vraiment ça n'a pas vraiment d'importance en fait. Pour moi, je l'ai très bien vécu, c'était presque j'ai eu mes règles en retard, et comme j'ai eu rendez-vous chez la gynéco, on a vérifié en fait. Et il s'est avéré que j'étais enceinte, mais moi j'ai pas du tout investi cette grossesse, ça n'a pas de sens pour moi. Je lui dis d'accord, ok. Et donc on passe là-dessus sur la première séance. Et entre les deux, entre la première et la deuxième séance, la maman m'envoie un message au bout de 10 jours en me disant « Écoute Marlène, je suis très inquiète, j'arrête pas tous les jours, depuis 4-5 jours, je rêve que mon bébé est mort. » Et tous les jours, on me dit, je vois un médecin qui me dit « Il vous reste tant de jours, il reste tant de jours, il reste tant de jours. » Et à chaque fois, ça diminue. Et donc, elle croit reconnaître dans ce bébé son dernier-né, donc le 3e qui avait 8-9 mois à l'époque, je crois. Là, je me dis quand même, c'est inquiétant. Et moi, je fais le lien avec la fausse couche. Et donc, je lui dis, est-ce que tu te souviens de la date de ta fausse couche ? Et elle me dit, je peux retrouver puisque j'avais fait des examens. D'accord. Et en fait, la date... Ouais, c'est fou. Tu vois le truc venir. La date des examens, et donc de la fausse couche, j'avais la date précise, correspondait jour pour jour au jour où on serait dans 16 jours. Et donc c'est ce bébé qui ne s'est pas incarné, qui venait dire « Mais moi, je suis là, quoi. Donnez-moi ma place. » Et en fait, ça a impacté la première parce qu'elle était dans le champ énergétique de la première. Waouh. Et en fait, ça a impacté aussi les relations, j'ai oublié de dire ça, mais il y avait ça, les relations étaient conflictuelles entre la première et la deuxième, et la première cherchait à prendre beaucoup de place par rapport à la deuxième, parce que c'est comme si elle n'avait pas reconnu le bébé qui était arrivé. C'est comme si elle avait perçu cette nouvelle âme qui allait arriver, qui finalement est partie, et qu'elle n'a pas compris, puisque ça s'est joué, la deuxième est arrivée
Enfin, la troisième, du coup, est arrivée même pas un mois après, je crois. D'accord. En fait, vraiment, tout s'est enchaîné. Et en gros, c'est comme si cet enfant non né venait dire « mais moi, je suis là, j'ai besoin d'exister ». Ouais, d'accord. Et la première avait besoin de se libérer, en fait, de cette deuxième qui prenait tout son champ énergétique et elle ne trouvait plus sa place. Donc ça veut dire que le dernier né, donc c'est le bébé qui avait 8-9 mois, c'est comme si... en fait, là, quand tu me parles, j'ai une grosse image dans ma tête et j'ai l'impression que ce dernier enfant qui est sorti du ventre de sa maman, c'est comme si, je ne sais pas s'il a rencontré la présence, même si ce n'est pas une vraie rencontre, mais s'il a rencontré l'enfant qui aurait dû naître, en fait, mais qui n'est pas sorti. Non, parce que du coup, c'est dans la première qu'elle s'est mise dans le champ énergétique. Tu vois, c'était entre la première et la deuxième, et c'est pour ça qu'on ne comprenait pas, parce que très souvent, en effet, la rencontre se passe dans le ventre. Et donc, c'est l'enfant qui naît après la fausse couche, généralement, qui porte en lui cette mémoire et qui a donc ces problématiques de « je ne trouve pas ma place ». Là, c'était la première, parce qu'en fait, c'est comme si elle l'avait pris sous son aile, puisque l'autre est arrivé très vite après. Comme s'il y avait une connexion entre les deux qui fait que, voilà, elle l'a prise en elle. Parce qu'en fait, et donc ça correspondait au changement de comportement de cette grande, qui avait 7 ans à l'époque de la séance et qui, à l'époque de la fausse couche, avait 3 ans. Wow. Mais ils avaient mis ça sur le compte du terrible tout. Et bien sûr. Tu vois, mais oui. Ouais. Ça coïncide avec d'autres périodes de développement de l'enfant. Mais donc, d'où l'importance, alors c'est facile à dire, mais quand on y est, c'est encore autre chose, mais d'où l'importance de ne pas taire des événements, enfin, pour moi c'est des événements, je ne vais pas dire graves, mais enfin, je ne vois pas d'autres mots, importants en tout cas, de l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et notamment aux enfants, on a tendance à croire que pour certaines choses, c'est trop compliqué à leur expliquer, qu'ils ne vont pas forcément comprendre. Et en fin de compte, tu vois, ça me fait penser aussi à un autre truc, c'est que on a, dans certains pays du monde, et notamment en Afrique, des rituels sur des moments de vie. Et, alors, je ne saurais pas dire dans le pays de mes parents, là, en l'occurrence en Guinée-Bissau, si dans ce cas de figure, il y a quelque chose, il faudrait que je regarde, ça me donne la curiosité d'aller voir, mais je me dis, peut-être même en France, à une époque, les fausses couches, il y avait quelque chose autour, en fait, un événement pour marquer cette période, je ne sais pas. Et d'ailleurs, très souvent, c'est essentiel, en fait, ce côté acte rituel. C'est essentiel à la guérison. Donc là, sur des cas de fausses couches, par exemple, c'est de redonner sa place. Et donc, dans le cas de cette famille, en l'occurrence, ils ont recréé leur arbre généalogique, ils l'ont dessiné avec les enfants, avec la place de cet enfant. Et ils lui ont donné un nom. Donc ça fait que tous les enfants ont eu conscience que maintenant, en fait, ils étaient 4. Mais il y en avait une qui n'était pas vivante, alors que les autres étaient vivantes, quoi. Et vivants, pardon. C'est très puissant. Ouais, c'est chouette. Et puis c'est magnifique, en fait. C'est magnifique parce que cette maman, en plus, qui vraiment avait pas du tout mal vécu cette fausse couche, puisque voilà, c'était juste un événement de sa vie, voilà. dont elle n'avait pas pris compte de l'importance. Une fois que ce truc s'est révélé, elle a eu 2 ou 3 jours de deuil, en fait, où elle m'a dit « je sens la tristesse abyssale, j'ai perdu un enfant ». Alors, il faut être prêt aussi, hein, parce que du coup, c'est difficile. Mais en même temps, c'est salvateur pour toute la famille ensuite, quoi. Donc effectivement, elle n'a pas mal vécu sur le moment, mais autour d'elle, il y a eu ce champ énergétique qui a été perçu par les enfants. Et donc, cet acte-là de l'arbre généalogique, je pense que, comme tu dis, ça fait un peu office d'acte rituel auprès de la famille. Et donc, chacun a retrouvé, en quelque sorte, sa place. Tout à fait ça. C'est que chacun retrouve sa place. Et bien, avec tout ça, je vais revoir toute ma vie. Quand même pas. Non, je plaisante, mais quand même, ça donne envie de s'interroger autrement sur ce qu'on a pu vivre, même si c'est pas forcément en lien avec les naissances, parce que moi, la chance que j'ai eue, c'est que ça m'est pas arrivé, en tout cas pas de façon consciente, on va dire. Maintenant que tu me le dis, là, je me dis ah. Voilà, mais ouais, ça me fait beaucoup réfléchir et j'espère que ce sera la même chose pour les personnes qui écoutent parce que c'est hyper riche et ça peut emmener sur des chemins de guérison intérieure, émotionnelle, j'imagine. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? C'est hyper puissant en termes de guérison parce qu'en fait, on va guérir des choses dont on n'a pas conscience. Et c'est énorme.
évidemment, on l'associe aussi à la guérison de l'enfant intérieur, parce que l'enfant a aussi vécu des choses, mais au-delà de la guérison de l'enfant intérieur, la guérison transgénérationnelle, c'est d'aller guérir des choses qu'on porte, dont on n'a pas conscience parce qu'elles ne nous appartiennent pas. On ne les a même pas vécues nous-mêmes. C'est énorme, en fait. Hein. Et donc, on garde des mémoires de trucs qu'on ne peut pas guérir autrement, parce qu'on ne le sait pas, tout simplement. Et la première étape, évidemment, et avant tout la prise de conscience, clairement. Merci beaucoup, Marlène, pour tous ces éléments. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés, que tu aurais aimé mettre sur la table ? On a fait un tour assez complet, mais on ne sait jamais s'il y a des choses qui m'ont échappé dans mes questions ou quoi. Peut-être, on n'a pas beaucoup parlé des trucs qui se transmettent vraiment. Tu vois, des trucs que tes grands-parents ont vécu, ou parce qu'on a beaucoup parlé de la naissance. Oui, c'est vrai. C'est mon sujet de prédilection. Ouais. Mais il y a aussi quand même des fois où tu te récupères des choses de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents. Mais donc, dans les clients que tu as pu avoir, il y avait cette problématique-là, parce qu'effectivement, on est plus parti sur les naissances, mais tu as eu dans les clients des personnes qui venaient, peut-être sans savoir que la cause de leur difficulté était liée aux grands-parents, mais qui s'en sont rendus compte pendant tes séances. Ça, tu as eu ce cas de figure ? Je me souviens de l'histoire de la famille, mais je ne me souviens plus de la problématique de base. Je crois que c'était justement Ah oui, c'est ça. Elle avait des difficultés physiques à respirer. Je disais, je comprends pas, le soir, quand je m'endors, c'est comme si ma respiration était bloquée. Je dis, ok, et donc on va creuser et on remonte en transgénérationnel. Et on remonte pas si loin, finalement, puisqu'il s'est avéré que son papa, enfant, avait perdu son père et son frère dans un accident de voiture. Et que suite à ça, sa mère a perdu le goût à la vie. Et donc, il s'est retrouvé avec, je crois qu'il y avait un autre frère, mais bon, bref, en tout cas, il avait une maman qui était en vie, mais qui était morte à l'intérieur, puisqu'elle venait de perdre son mari et son fils. Et cet enfant qui restait, qui lui était toujours plein de joie de vivre malgré ce qu'il avait vécu, et qui en fait était face à une femme qui était en dépression totale, voilà, et donc qui ne savait plus respirer, quoi, tu vois. Wow. C'est comme si on lui avait coupé la respiration. Parce que l'enfant était en plus présent dans l'accident. Et il n'est pas mort. Donc il y avait vraiment un truc genre, on m'a coupé le souffle de vie, quoi. Et moi, je ne sais pas quoi en faire, et ça a été un truc qui a été complètement tu. Genre, elle l'a su par sa grand-mère qui a eu cet accident, mais son père n'en parlait jamais, parce que c'était beaucoup trop difficile pour lui. D'accord, bien sûr. C'est pas un reproche pour celui qui n'en parle pas, hein. C'est juste, lui, il n'a pas du tout pris conscience de ce que ça allait amener chez ses enfants, clairement. Et c'est elle qui m'a dit, mais je comprends pas, vraiment, le soir je m'endors et je dors pas parce que je sens que je peux pas respirer, quoi. Et donc on a fait cette séance et ça s'est amélioré. Waouh, d'accord. Alors après il y a sûrement d'autres choses parce que c'est pas fini complètement, mais il y a eu des améliorations, quoi. Elle a noté que voilà, ça avait changé sa façon de respirer au moment de s'endormir. Ouais. Et surtout l'insomnie, en fait. Hein. Merci beaucoup, Marlène, pour tout ça. C'est passionnant. Vraiment, je découvre tout un monde là dont j'avais entendu parler vaguement. Moi, je sais que mes sœurs, elles sont beaucoup dans ces thématiques de réflexion. Elles partagent avec moi pas mal de choses, mais c'est-à-dire que moi, pour l'instant, je ne me sentais pas forcément concernée. Et là, ça vient rajouter des éléments de compréhension et ouais, ça donne envie de regarder de plus près. Vraiment, merci. Avec plaisir. Merci à toi. Et donc, comment une famille qui a besoin une famille, une personne qui a besoin d'aller vers ces domaines-là de compréhension, qu'est-ce que tu peux leur dire qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil ? Alors, avant tout, si vraiment l'objet, c'est... En fait, moi, je consulte sur une thématique. Je ne vais pas consulter pour une séance de transgénérationnel. D'accord. Ça n'a pas de sens pour moi. Moi, je fais de la psychogénéalogie énergétique et donc qui s'axe sur la personne. C'est-à-dire que je vais accompagner une personne sur sa problématique et dans le cadre de cet accompagnement, on va remonter en transgénérationnel. Il y a aussi des thérapies qui vont traiter vraiment du transgénérationnel de façon générale. C'est pas ce que je fais moi. Et donc moi, je vais plutôt dire, si vous avez une problématique que vous n'arrivez pas à résoudre, vous ne comprenez pas d'où elle vient, vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se joue, alors ça vaut le coup de regarder du côté du transgénérationnel. Et donc, avant même de consulter, allez regarder l'histoire de vos parents. Comment ils se sont rencontrés ? Est-ce que c'est un mariage d'amour ? Est-ce que... avec quel âge ils ont fait leurs enfants ?
la combienième vous êtes dans la famille, ou le combienième vous êtes dans la famille. Quelle était la relation amoureuse entre les parents? Est-ce que vraiment c'était un mariage d'amour mais ils étaient très pudiques? Ou est-ce que c'était un mariage d'amour et ils étaient dans une affection absolue où tout se voyait? Est-ce qu'ils étaient meilleurs amis? Enfin voilà, il y a vraiment plein de questions à se poser sur... En gros, allez interroger vos parents déjà. Et après, on peut remonter évidemment aux grands-parents, voire aux arrière-grands-parents. Et déjà là, tout seul, c'est génial comme boulot. D'accord, donc c'est vraiment un préalable avant éventuellement de venir te voir. C'est intéressant de... C'est pas indispensable, voilà. Mais je trouve que c'est déjà une première étape quand on s'y intéresse en fait. Bien sûr. D'aller voir comment ça se passait dans notre famille et qu'est-ce que je peux en tirer en conclusion sur la façon dont moi je suis en fait. Est-ce que j'ai été désirée ou pas? S'il y a des problématiques de place. Est-ce qu'on désirait un garçon et je suis une fille? Ou est-ce qu'on désirait une fille et je suis un garçon? Et qu'est-ce que ça dit de moi en fait? Mais c'est bien parce que effectivement c'est pas indispensable et en même temps si tu ne poses pas les questions et donc si tu n'as pas les réponses, je pense que tu es dans des suppositions et que là tu peux te tromper. Donc c'est quand même, je trouve que ça vaut le coup d'aller faire cette démarche-là. Et des questions hyper importantes et qu'on pose quasiment jamais, c'est comment s'est passée ma naissance? Comment s'est passée la grossesse? Est-ce que tu étais bien enceinte? Est-ce que tu étais pas bien enceinte? Quel bébé j'étais? Est-ce que je pleurais beaucoup? Ou est-ce que j'étais un bébé joyeux? Voilà, quel bébé j'étais? Ouais, déjà c'est déjà pas mal. Mais ouais. C'est un bon préalable. Et après, si vous avez envie d'aller plus loin et qu'il y a un truc, et si vous voyez, peut-être des fois il y a des gens qui viennent me voir qui me disent je sens qu'il y a un truc là-dessus, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et là on va regarder ensemble. Et ce que tu dis là, les questions elles sont quand même très précises et ça me donne presque envie d'un truc. C'est, je sais pas si toi tu l'as fait, je sais qu'il y a certaines personnes qui le font. Et du coup, je me dis, ça peut répondre aussi à ça pour nos enfants. Le jour où peut-être ils enclencheront cette démarche pour eux, est-ce que ça peut pas être intéressant d'écrire? Mais oui. Tu vois? Évidemment. Écrire la vie, ta vie à toi et la vie des enfants quand ils sont arrivés, enfin avant, la grossesse, émotions, etc. Ouais, et les émotions au moment de la naissance. Ça, c'est énorme. Parce que de la même manière, dans les problématiques de place, il y a très souvent un lien avec comment j'ai vécu ma naissance et ou comment maman a vécu ma naissance. Et ou papa. Mais on est quand même beaucoup plus sur le lien à la mère, sur la thématique de la naissance. Et parfois, la mère vous dit « ça s'est super bien passé ». Oui, mais vous pouvez m'en dire plus? Ça a été un peu long, mais... Voilà. Et en fait, l'enfant l'a vécu comme une torture. C'était monstrueusement long et il avait peur et il ne savait pas ce qui allait se passer. Et voilà. Il y a beaucoup de sujets. Hein. Après, chacun est différent et c'est difficile de faire des généralités en fait, sur ces thématiques-là. C'est vraiment des possibilités, quoi. C'est vraiment du cas par cas. Ouais, et écoutez votre ressenti. Si vous sentez qu'il y a un truc avec votre naissance, allez creuser du côté de votre naissance. Et le ressenti, c'est difficile, mais quand on s'en rapproche, c'est quand même, il y a une vraie utilité, quoi. Quel type d'événements familiaux peuvent impacter particulièrement justement l'histoire de la famille? Les transitions. C'est-à-dire que on va parler des naissances, on en a beaucoup parlé pendant cet épisode, mais on va aussi parler des décès. Parce que chaque naissance est aussi liée à la mort de quelque chose, en fait. S'il y a quelque chose qui naît, il y a quelque chose qui meurt. Et donc, ce qui est intéressant de regarder aussi dans vos cercles familiaux, c'est les corrélations entre les dates de décès et les dates de naissance, par exemple. Donc, si votre enfant est né le 21 août et que vous avez un grand-père qui est né le 21 août, ça vaut le coup de regarder s'il n'y a pas des corrélations et s'il n'y a pas... en fait, on peut aller regarder ce qui se passe pour votre enfant en termes de comportement et est-ce qu'il y a des liens avec l'histoire du grand-père, par exemple. Puisque parfois, c'est aléatoire, en fait, la transmission transgénérationnelle. On ne comprend pas pourquoi moi, j'ai hérité du caractère du grand-père et ma sœur, non, par exemple. Si on va juste sur une notion de caractère. Après, il y a beaucoup plus profond, évidemment. Et donc, vraiment, les dates. Donc, date de naissance et date de décès. C'est-à-dire que si vous avez un ancêtre qui est décédé le même jour que vous ou que l'un de vos enfants, ça vaut aussi le coup de regarder, parce qu'il y a quand même un message, il y a une résonance en tout cas. D'accord. Les prénoms,
Les prénoms, je rajoute ça. Les prénoms qui se répètent dans l'arbre généalogique. À nouveau, ça vaut le coup de regarder. Alors après, on peut regarder la symbolique du prénom, mais on peut aussi juste regarder si on porte le même prénom ou si notre deuxième ou troisième prénom ont des liens avec. Ça crée des liens, en fait, dans l'énergétique. Donc, ça peut valoir le coup de jeter un œil aussi à ça. On a tendance à donner, enfin moi par exemple, dans ma famille, Je l'ai fait aussi en plus. on donne des prénoms de grands-parents, de grand-mères. Et alors bien ou pas bien, voilà, mais du coup, effectivement, on vient créer des liens entre les personnes. C'est énorme, en fait. C'est énorme. En fait, quand tu prends le prénom d'un ancêtre, tu prends son bagage émotionnel en général. Et le troisième truc, c'est d'observer vraiment les motifs de décès. C'est-à-dire que souvent, les décès brutaux, type accident, suicide, vont créer des chocs autour et on ne va pas forcément comprendre la cause du décès. Il y a vraiment une notion de « j'ai pas compris ce qui s'est passé ». Et ça fait des ravages en dessous. Et par contre, tu peux aller rectifier, entre guillemets, ça, en fait, tu vas apaiser Enfin, moi, ce que je fais, c'est vraiment d'aller apaiser l'ancêtre, en fait. Donc, là, j'ai pas trop abordé parce qu'on entre vraiment sur la médiumnité, mais c'est ça l'idée. Au-delà de la prise de conscience, c'est d'aller mettre en lien l'ancêtre avec sa vie pour apaiser ce qui s'est passé pour lui, ce qui apaise la mémoire, en fait. En prendre conscience, c'est une première étape, mais souvent, c'est insuffisant. Ouais, j'imagine. Tu vois, quelqu'un qui s'est suicidé parce qu'il se sentait seul ou je ne sais quoi, déjà, le fils a besoin de comprendre pourquoi il se sentait seul et pourquoi moi, je ne suffis pas. Tu vois, il y a ce truc de, du coup, je suis insuffisant, alors. Parce que moi, je suis un bébé et tu te suicides quand même. Alors que je suis censée être la prunelle de tes yeux, tu vois. Oui, bien sûr. Donc après, il y a toute l'histoire de vie à expliquer. Et l'ancêtre, en fait, va expliquer généralement que, non, c'est pas parce que t'es pas important, c'est juste que... Moi, il y avait d'autres choses et il y a mon histoire à moi d'enfant. D'accord. J'avais un enfant brisé. Enfin, après, il y a plein de possibilités, mais... Waouh. C'est trop bien. En tout cas, pour moi, c'est une thématique tellement nouvelle que là, je reçois plein de choses. Je vais poser tout ça, et en tout cas, moi, personnellement, mais vraiment, j'espère que ça va apporter... au moins autant aux personnes qui écouteront cet épisode. Vraiment, Marlène, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Alors, Marlène, pour boucler l'épisode, je voudrais voir avec toi, t'en es où ? C'est quoi tes actus ? T'es sur quel projet en ce moment ? Et puis des projets sur du court, moyen terme. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur toi ? Alors moi, dans mes projets moyen terme, puisque là, quasiment tout va démarrer début septembre, plutôt sur des programmes d'accompagnement longs, c'est-à-dire sur une année en général, entre 6 mois et une année. Donc j'ai un programme pour les entrepreneurs qui démarre, un tout nouveau programme pour les entrepreneurs qui démarre en septembre, donc jusqu'à juin, sur 10 mois, avec un atelier par mois sur les thématiques de l'abondance. Donc en gros, je suis sur une activité passion et je n'arrive pas à vivre de mon activité. Qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce qui s'est passé dans les histoires de mes ancêtres, par exemple, ou dans ma petite enfance, qui fait que j'ai un blocage d'abondance, entre guillemets. Qu'est-ce qui fait que j'y arrive pas, en fait ? Oh, ça m'intéresse. Voilà, donc ça, c'est un programme qui démarre en septembre et qui s'appelle « Une activité alignée ». J'ai un programme sur les mamans épuisées. C'est pas très cool de le dire comme ça, mais c'est quand même un peu ça l'idée. C'est tellement une réalité. On est vraiment sur le profil des mamans qui se sont oubliées pour leurs enfants et qui se rendent compte qu'en fait, elles ont tout pour être heureuses, elles n'arrivent pas à l'être. Donc il y a vraiment un truc de l'ordre de je fais tout pour les autres, je donne tout pour les autres, mais là maintenant j'en peux plus en fait, je m'épuise et surtout je me rends compte que je n'arrive pas. J'ai envie d'éduquer mes enfants avec bienveillance et j'y arrive pas parce que je suis trop fatiguée et que émotionnellement ça m'impacte trop. Si vous vivez ça, ça veut dire qu'il y a forcément d'autres émotions qui vous appartiennent à vous ou à vos ancêtres derrière et en fait que ces émotions-là peuvent être apaisées pour que vous puissiez accompagner vos enfants vraiment avec bienveillance et sans en souffrir en fait. Parce que la vraie bienveillance commence par soi-même. Et donc accompagner les autres avec bienveillance, que ce soit nos enfants ou les autres, en tout cas les traiter avec bienveillance, ça nécessite d'être apaisé en fait, d'être en paix avec soi-même. Et donc là-dessus, du coup, le programme s'appelle « Une renaissance heureuse » et c'est un accompagnement individualisé sur 6 mois.
Et le dernier, qui commence aussi en septembre, c'est Faire la paix avec mes émotions, qui est plutôt un programme d'atelier collectif où on va aborder chaque mois une émotion et voir ce que ça évoque en nous. Programme hyper complet, j'ai envie de tout faire. Je vais devoir choisir, mais tout m'intéresse, c'est super. Et ouais, peut-être juste rapidement, sur les programmes courts, entre guillemets, je propose aussi un duo, en fait, 2 séances en pack cœur à cœur pour vraiment aller creuser une thématique. Alors évidemment, on ne va pas aussi loin sur 2 séances qu'on y va sur une année, mais ça permet, sur les enfants, ça suffit en fait, par exemple. D'accord. Voilà, 95% du temps, 2 séances suffisent pour les enfants. Alors quand tu dis enfant, est-ce que tu as une tranche d'âge précise ou pas forcément ? Alors en fait, la tranche d'âge focus, c'est 0-4 ans. C'est les enfants qui n'ont pas encore accès au langage. Très clairement, je peux aussi accompagner les enfants jusqu'à 10-12 ans, 10 ans plutôt. Mais par contre, on est en énergétique. Et donc, entre 4 et 10 ans, si les enfants sont présents à la séance, c'est complexe d'aller sur ce genre de thématique parce qu'ils ont conscience de beaucoup plus de choses. Et ils ont des émotions parasites, comme je les appelle, qui font que, oui, c'est un peu ma problématique, mais j'en ai pas complètement conscience. Et surtout, j'ai pas envie que ça fasse du mal à maman. Donc, je vais pas dire que c'est vrai. Donc, ça veut dire que tu peux faire ces séances-là sans l'enfant présent, alors ? D'accord. Ça veut dire qu'on prévient l'enfant, on lui dit, voilà, on trouve que tu as beaucoup d'émotions, que tu fais des crises violentes. Est-ce que tu es d'accord qu'on aille parler avec ton cœur ou qu'on aille essayer de comprendre ce qui se passe avec une dame et on te racontera la séance. Et du coup, ce qui permet d'aller vraiment en profondeur sur le besoin de l'enfant et ensuite de faire un retour. Ce qui fait que si le parent a des émotions, ce qui arrive souvent, et c'est normal parce qu'en tant que parent, on culpabilise beaucoup, on peut prendre le temps du recul et lui raconter de façon édulcorée, en fait. Oui. L'idée, c'est de tout dire aux enfants, mais avec un langage d'enfant. Pour les préserver un peu et qu'ils comprennent surtout la situation, quoi. C'est ça. Et rien n'empêche d'expliquer avec plus de détails dans 5 ou dans 10 ans quand le moment sera venu. Entendu. Où est-ce qu'on peut te trouver ? Sur les réseaux ? Tu as un site Alors, le site est en construction. Il va bientôt venir. J'ai des réseaux sociaux, du coup. J'ai un Facebook, le Tambour des naissances, et un Instagram aussi. On les mettra dans les notes de l'épisode parce qu'à mon avis, parmi ceux qui vont écouter, ils vont avoir la curiosité au moins d'aller voir ce que tu fais et ce que tu publies sur tes pages. Donc, avec plaisir. On va aller mettre ça. Alors, je résume dans les grandes lignes, histoire de voir si tout est bien clair. Donc, le tambour des naissances, finalement, ça traite de renaissance au pluriel, que ce soit les naissances d'un début de vie, mais les naissances en cours de vie. Ouais. T'as eu un parcours dans l'insertion socio-professionnelle. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés, sur le site de Repinville à Rouen. Ton déclic s'est fait autour de la naissance de tes enfants, quand tu es allé vers cette thématique du transgénérationnel. Et puis, tu as fait un travail de développement personnel énorme, qui a du coup bénéficié à toi, à ta famille, et puis aux gens que tu accompagnes, à tes clients. Et à nous aujourd'hui, merci. Tu as pu appliquer les techniques sur tes enfants, sur ta famille, sur toi, et puis sur les personnes que tu accompagnes aussi. Et à ces occasions-là, les bébés ont raconté leurs ancêtres. Donc on est vraiment sur la thématique de la libération transgénérationnelle. Et puis on a parlé aussi de l'inconscient, qu'on se trimballe un petit peu et qu'on peut aller soigner, qu'on peut aller interroger pour essayer de mieux se comprendre. Je regarde aussi mes notes sur le côté... tu es revenu un petit peu sur... avant le déclic que tu as eu avec tes enfants, sur les douleurs que tu avais au quotidien quand tu avais la vingtaine, et que grâce à des thérapeutes et à ton courage, moi je dirais, d'accepter d'écouter les douleurs corporelles, vous avez fait le lien avec les émotions, et du coup ça t'a apporté une libération. On a aussi abordé le fait que le transgénérationnel aide à comprendre qui on est à l'intérieur et que c'est presque une des premières étapes quand on veut comprendre sa culture d'origine et que ça permet de comprendre aussi les fonctionnements familiaux. Et puis l'importance d'exprimer des événements qu'on a peut-être habituellement tendance à taire, comme les fausses couches, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et que c'est intéressant d'aller marquer des actes rituels
pour passer à autre chose, en fait, pour tourner la page, que c'est intéressant de marquer le coup d'une façon ou d'une autre. Et là, tu as eu l'exemple de l'arbre généalogique qui a permis de replacer plus ou moins chaque membre de la famille à sa place. Et puis, on a parlé de psychogénéalogie dans la démarche que tu as dans l'accompagnement des personnes. Et qu'on peut commencer par ça, déjà. C'est qui est ma famille, quelle est l'histoire de mes parents, quelle a été leur relation amoureuse, et puis, voilà, dans quel contexte on est arrivé soi-même dans cette vie et qu'est-ce qui s'est passé autour de cette naissance. Et puis, tu as partagé avec nous les différents projets d'accompagnement, les programmes d'accompagnement que tu mets en place. Et donc, on va retrouver tout ça sur les liens qu'on va mettre dans les notes de l'épisode. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Marlène. Donc, moi, je fais le lien avec l'activité Racine Bavarde. Là, dans ce que tu as dit, il y a un truc qui me fait... un élément qui me fait écho. C'est le pack d'activité Racine Bavarde. C'est le dernier né de Racine Bavarde. Et donc, dans ce pack-là, c'est un pack, en gros, tous les mois. Donc, tu achètes le pack au semestre ou à l'année. Donc, c'est 6 mois d'activité ou 12 mois. Et donc, moi, je t'envoie par mail, tous les mois, tu reçois un petit fichier avec dedans une activité à faire avec tes enfants pour comprendre qui sont, en fait, quelle est ta famille, les origines. Et donc, la première chose que j'ai proposée, c'est l'arbre généalogique. Génial. Génial. Donc, je trouve que c'est rigolo. Ça m'a tout de suite fait penser à ça. Donc, en général, je termine les épisodes en parlant de ce que je fais pour faire un peu de promotion, un peu de publicité de mes activités. Et donc, c'est rigolo. Là, le lien, il s'est fait tout de suite. Là, quand tu m'as parlé de ça, j'ai dit, là, c'est clair. On y est. Et en plus, c'est hyper riche, en fait, de voir son arbre. Et le fait de faire l'arbre généalogique grâce au pack Racine Bavarde, ça peut être l'occasion de discuter avec vos enfants de l'histoire de vos parents. Exactement, en fait. C'est vraiment l'occasion. Et de votre histoire à vous, évidemment. Tout à fait. De raconter nos parents, comment ils étaient, même si ça n'a pas été... cette étape-là qui m'a permis de parler de mes parents, j'en parlais un petit peu en amont, mais quand même, comme tu le dis, ça a été vraiment l'occasion de raconter un peu plus dans le détail leur personnalité à mes parents, donc aux grands-parents de mes enfants. Mes arrière-grands-parents, je ne les ai pas connus, ni mes grands-parents, mais du coup, j'ai quelques histoires de famille, en fin de compte, où on se trimballe tous des trucs. Tu sais, papy a eu ça, etc. Ouais. Mes grands frères et sœurs ont eu la chance de connaître mon grand-père paternel. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qu'on a pu mettre sur la table quand on a fait l'arbre généalogique. Et du coup, il est sous les yeux et on peut vraiment comprendre un peu plus, ne serait-ce que retenir les prénoms, qu'est-ce que ça veut dire ce prénom-là, etc. Enfin, c'était une étape géniale, quoi. Donc on continue, on est au mois numéro 4 là. Ouais. Bravo. Merci beaucoup. Donc, je te souhaite une bonne continuation. Alors, Merci. Je dis ça, mais on est encore beaucoup en contact, parce qu'il y a des chances que je rejoigne la team pour faire la rentrée avec vous, parce que voilà, ce que tu proposes, ça me parle énormément et je suis sûre que ça va m'aider à avancer sur mes différentes activités. J'ai besoin de progresser et avec toi, ce sera un vrai plaisir, Marlène. Merci beaucoup. Bonne continuation et puis à une prochaine. Avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup et merci pour ta confiance. Festa